Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle visioconférence proposée par la MGFI dans le cadre de ces actions de prévention santé. Aujourd'hui, on a choisi un angle un peu différent qui va élargir le panel des sujets que nous avons abordés en abordant le sujet de l'hypnose. Alors c'est vrai que ce sujet-là, souvent, il peut être galvaudé, on le voit par un prisme déformé. Aujourd'hui, on voudrait le repositionner en tant qu'outil dans le panel thérapeutique et qui est proposé en France actuellement. Alors pour ce faire, nous accueillons Jean-Denis Faupoint, qui est psychologue clinicien, mais qui est aussi hypnothérapeute. Et avec lui, j'allais dire, on va faire un point complet sur cette pratique qui est à notre disposition dans plusieurs domaines de l'activité thérapeutique. Et puis surtout, comme on vous le disait il y a quelques secondes, vous pourrez réagir dans le fil de discussion, poser vos questions, ou si vous avez des besoins, ou j'allais dire des sujets que vous voulez qu'on approfondisse un petit peu, Monsieur Jean-Denis Faupoint sera à votre disposition tout au long de cette heure. Donc, merci à vous d'être présent en nombre et je cède de suite la parole à Jean-Denis Faupoint. Jean-Denis, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette intervention, effectivement, sur le thème de l'hypnose et de la santé. Deux petits détails pratiques pour commencer. Donc, nous avons 1 heure devant nous pour traiter le sujet. Je vais essayer de ne pas trop déborder. Et puis, à la fin, on prendra le temps de répondre à toutes les questions qui auront été posées. Et autre élément important, dans la mesure où le diaporama que je vais utiliser est prévu pour une intervention plus longue de plusieurs heures, je vais aller à l'essentiel évidemment, et surtout pour ceux qui le souhaitent, vous aurez la possibilité de récupérer le diaporama et donc d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle donc Jean-Denis Faupoint et je suis effectivement psychologue clinicien avec cette spécialité en plus qui est l'hypnose, que j'ai décidé d'insérer dans mes outils thérapeutiques parce que j'ai eu la chance pendant mes stages de 4e et de 5e année de travailler en région parisienne dans un CHU et plus précisément dans une unité antidouleur et soins palliatifs où le psychologue qui encadrait mon stage, le médecin qui dirigeait l'unité étaient tous les deux formés à l'hypnose. Et j'ai découvert là un outil assez extraordinaire parce que, on va en parler, non seulement très efficace par rapport à pas mal de problématiques, aussi bien physiques que psychologiques, mais surtout quelque chose de 100% naturel, c'est-à-dire sans contre-indication, sans effet d'accoutumance, sans effet secondaire, sans dépendance, etc., etc. Et j'ai envie de rajouter cerise sur le gâteau, totalement gratuite quand on apprend à faire de l'auto-hypnose. C'est vraiment quelque chose qu'il est possible d'apprendre à faire pour l'utiliser ensuite à titre personnel. Voilà, donc aujourd'hui je partage mon activité en deux. D'un côté, j'ai un cabinet libéral où je reçois de manière tout à fait classique des enfants, des adolescents, des adultes. Et de l'autre côté, ça fait quelques années maintenant que je suis également consultant indépendant pour faire de la formation en entreprise. Aujourd'hui, au niveau de ma pratique libérale, j'utilise l'hypnose de manière assez systématique, je dirais 8 fois sur 10, en expliquant bien sûr à mes patients ce dont il s'agit et en leur laissant le libre choix de tester cet outil. Comme le disait M. Bertuel tout à l'heure, c'est souvent important de faire le point sur ce qu'est l'hypnose exactement, parce qu'il peut y avoir des idées reçues, il peut y avoir des peurs particulières, notamment autour de l'idée que quand on est en état d'hypnose, eh bien, la personne qui travaille avec nous peut nous faire à peu près ce qu'on veut. Ce qui vient bien sûr de l'hypnose de spectacle. Peut-être connaissez-vous le fameux Mesmer, mais déjà, on peut évidemment faire la différence entre l'hypnose de spectacle d'un côté et l'hypnose thérapeutique dans le domaine de la santé de l'autre. Je reviendrai peut-être tout à l'heure rapidement sur les différences entre les deux. En ce qui concerne le programme d'aujourd'hui, je vais commencer par une introduction un peu générale sur la notion de santé, de quoi parle-t-on exactement. Je ferai ensuite très rapidement, et pour ceux que ça intéresse, dans le diaporama, vous aurez vraiment des choses précises quant à l'historique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose. J'essaierai de vous en expliquer
les principes de fonctionnement de manière simple pour terminer par les applications, hein, c'est-à-dire à quoi est-ce que ça peut servir aujourd'hui. Donc, quand j'ai plus de temps, vous voyez, je propose à la fin un exercice pratique, mais là, vraiment, aujourd'hui, on va se concentrer sur la théorie. D'accord. Très bien. Alors, la santé en question. Quand on parle de santé, et c'est tout à fait normal, les gens pensent en premier lieu à la santé physique et se tournent vers les médecins lorsque il y a un mauvais fonctionnement physique ou physiologique. Ça, c'est la partie médicale biologique. Mais de l'autre côté, on peut évidemment parler de santé psychologique avec toutes les approches thérapeutiques qui existent aujourd'hui, que ce soit les psychanalystes, les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes. Là aussi, ça demanderait quelques minutes pour expliquer les différences qui existent entre ces différents titres. Mais la première remarque, c'est que on voit ici que en général, les gens vont dissocier les deux. Et c'est pour ça qu'il existe des médecins qui s'occupent de la santé biologique et des psychologues ou des psychothérapeutes qui vont prendre en charge la santé psychologique. Ça, c'est intéressant à souligner parce que c'est le résultat, j'allais dire, de la façon dont notre culture perçoit le monde et les choses. Pour faire bref, nous, pays occidentaux, industrialisés, modernes, nous avons une culture qui est rationaliste, matérialiste, et on a tendance à séparer les phénomènes biologiques des phénomènes psychologiques qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Mais il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui pensent que les deux sont évidemment intimement liés et que le corps et l'esprit ne sont finalement que les deux faces d'une même pièce. Et évidemment, on sait aujourd'hui que ce qui se passe sur le plan psychologique peut avoir une influence sur ce qui se passe au niveau physique et vice-versa. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, vous voyez que j'ai rajouté un troisième niveau d'analyse, la santé spirituelle, je l'ai appelé comme ça, on pourrait dire métaphysique, philosophique, mais qui renvoie au fait que l'être humain, de par la conscience qu'il a de lui-même, du temps qui passe, eh bien, a une certaine appétence à se poser des questions sur sa vie. Et vous voyez, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, les fameuses questions existentielles, dont on peut dire que ce sont des questions auxquelles, tant qu'on n'a pas répondu de manière satisfaisante pour soi-même, parce qu'il n'existe pas de vérité globale et absolue valable pour tout le monde, en tout cas, tant qu'on n'y a pas répondu de manière satisfaisante, c'est compliqué de trouver véritablement sa place dans ce monde, de trouver du sens à sa vie, à ses actions, etc., etc. Très rapidement, les trois questions existentielles, vous les connaissez certainement, c'est d'où je viens, la question de l'inscription dans une famille, dans un groupe, dans une lignée, dans une hérédité. Et aujourd'hui, on sait que les enfants qui sont orphelins tôt, qui sont nés sous X, même s'ils ont eu la chance de trouver une famille d'accueil vraiment valorisante, rassurante, eh bien, déclenchent quand même souvent des troubles psychologiques importants. Et on observe aussi le fait que des fois, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ils ont vraiment besoin de rencontrer au moins une fois leurs parents biologiques et ça leur fait beaucoup de bien. Première question existentielle, d'où je viens. La deuxième, évidemment, c'est qui je suis. C'est la question de l'introspection, là aussi dont les philosophes nous parlent depuis l'Antiquité. Connais-toi toi-même, avec l'idée derrière que si on ne fait pas ce travail de savoir quelles sont nos valeurs, nos principes, nos envies, nos désirs, eh bien, nous risquons de faire des choix de vie parfois importants à partir de la vie des autres, la vie de la famille, la vie des amis, la vie de la culture ou de la religion dans laquelle on a été élevé et qui ne nous correspondent pas forcément. Et enfin, la troisième question, c'est où je vais, qui renvoie au fait, encore une fois, que notre conscience d'être humain, qui a conscience du temps qui passe, renvoie forcément à la question de la finitude, à la question de la mort, et avec là aussi un vrai travail de réflexion, de recherche, d'introspection pour se positionner correctement par rapport à ça.
D'habitude, je vais beaucoup plus loin dans la réflexion, mais simplement ici pour dire que la santé, donc, ça n'est pas que la santé du corps, et il y a aujourd'hui de plus en plus de thérapeutes qui pensent que si on n'intègre pas dans la notion de santé ces trois dimensions, eh bien, cela reste compliqué d'obtenir des résultats satisfaisants et pérennes dans le temps. C'est vraiment important de considérer l'être humain dans sa globalité et pas uniquement au niveau de son fonctionnement physiologique. Deuxième point sur la notion de santé, eh bien, il faut se rendre compte que c'est le résultat de tout un ensemble de facteurs, aussi bien internes qu'externes. Et le fait est qu'aujourd'hui, eh bien, malgré tout, hein, on constate que le monde dans lequel on vit est quand même de plus en plus agressif, pollué, stressant. Et ça, c'est un élément qu'on peut mettre en évidence par rapport à un certain nombre d'indicateurs de santé, précisément. Et il y a deux chiffres à prendre en considération. Le premier, c'est celui de l'espérance de vie. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, il est de l'ordre de 85 ans à peu près chez les femmes et quelques années de moins chez les hommes. Mais il y a un autre chiffre beaucoup plus important qui est l'espérance de vie en bonne santé, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et quand on compare ces deux chiffres, on s'aperçoit d'abord qu'il y a une différence entre les deux de l'ordre de 10 à 12 années, ce qui n'est pas rien. Donc il faut s'intéresser, se poser la question de la vie en bonne santé jusqu'au bout. Et surtout, ce chiffre d'espérance de vie qui n'avait fait qu'augmenter depuis l'après-guerre avec les progrès de la médecine, de la science, de l'hygiène, de l'alimentation, etc., etc., eh bien, on s'aperçoit que depuis quelques années, il recommence à diminuer, ce qui nous amène à considérer que les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui méritent réflexion. Et du coup, dans cette perspective-là, eh bien, j'ai réfléchi aux éléments qui permettaient de rester en bonne santé le plus longtemps possible. C'est ce que j'ai appelé les 4 piliers de la bonne santé. Je ne vais pas m'étendre longtemps ici parce que je n'ai pas le temps, mais évidemment, on pense tous à l'alimentation qui est absolument fondamentale. On pense tous à l'activité physique et sportive. On pense éventuellement, c'est important aussi, vraiment à la qualité de notre sommeil. Et il faut réfléchir aussi à la notion d'activité créatrice, se donner du temps pour faire, alors pas uniquement de la peinture, de la sculpture, de la musique, mais pourquoi pas du jardinage, du bricolage, de la cuisine, de la couture, des maquettes, peu importe, mais tout ce qui fait que vous allez passer du temps à utiliser votre imagination, votre créativité, votre intuition, à produire quelque chose de vos mains et idéalement, bien sûr, avec la notion de plaisir. Et avec une vraie question aujourd'hui, c'est lorsqu'on est confronté à des problèmes de santé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tourne vers la médecine qu'on appelle allopathique? Donc ça, c'est le médecin que vous allez voir à l'hôpital ou dans son cabinet médical, hein, qui va vous faire un diagnostic à partir des éléments dont il dispose, les prises de sang, les radios, les scanners, etc. Tout ce qu'on connaît dans la médecine classique aujourd'hui. Ou est-ce qu'on se tourne vers d'autres approches, ce qu'on appelle la médecine homéopathique? Alors, homéopathique, c'est au sens large, hein, ce n'est pas simplement l'homéopathie en tant que telle, mais ce sont toutes ces approches alternatives au sein desquelles nous allons trouver l'hypnose. Et l'idée, bien sûr, ce n'est pas d'opposer les deux, ce n'est pas de dire qu'il y en a une qui est meilleure ou plus efficace que l'autre, ça va dépendre bien sûr des situations et des problématiques. Il est évident que si vous vous cassez la jambe, eh bien, vous aurez tout intérêt à aller voir un médecin, un chirurgien, parce que les cataplasmes d'argile, les plantes ou l'hypnose, certes, peuvent vous apporter un certain bénéfice, un certain réconfort, mais ne traiteront pas la fracture. Donc, l'idée, c'est que on a aujourd'hui à notre disposition, effectivement, comme le disait M. Bertuel, la chance d'avoir d'autres approches possibles et on va essayer de se repérer un petit peu, en tout cas en ce qui concerne l'hypnose. Je vais laisser chaque diapositive une trentaine de secondes, en faire quelques commentaires, quelques remarques supplémentaires. Déjà,
C'est une pratique ancestrale, hein. On en retrouve les premières traces il y a plus de 6000 ans, au début de la civilisation, en Mésopotamie. Il y a 3000 ans, en Égypte, en Grèce, dans toutes les civilisations, euh, on va trouver des traces, des témoignages de pratiques qui ressemblent étrangement à ce qu'on utilise en hypnose aujourd'hui. Et avec un terme un peu particulier, si on doit déjà commencer à définir un petit peu l'hypnose, c'est ce que vous voyez à la fin du premier paragraphe. L'hypnose, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les états modifiés de conscience. Alors ça renvoie au fait que quand on est réveillé, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, eh bien, nous sommes d'un niveau de conscience vigile, normal, classique, naturel, que nous connaissons tous en permanence, et on peut avoir tendance à penser que c'est la seule façon pour notre cerveau de fonctionner. Et puis on s'est rendu compte que pendant le sommeil, et notamment pendant le sommeil paradoxal, il y avait des modifications importantes au niveau du fonctionnement cérébral. Et puis, on a considéré pendant un certain temps qu'on pouvait mettre un signe égal entre hypnose et sommeil. D'ailleurs, hypnos, c'est le nom du dieu grec du sommeil, parce qu'au départ, on ne faisait pas bien la différence, surtout en hypnose thérapeutique. Souvent, les gens sont allongés, les yeux fermés, ne disent rien, donc vu de l'extérieur, ça peut se ressembler. Mais aujourd'hui, grâce à l'imagerie médicale qui permet d'enregistrer en temps réel l'activité du cerveau, on sait que l'hypnose, c'est vraiment un état tout à fait particulier de fonctionnement du cerveau, qu'on a appelé le quatrième état de l'organisme. Donc ça permet déjà aussi d'amener l'idée que, en fait, notre cerveau a la possibilité, sous certaines conditions, et c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure, de changer de mode de fonctionnement, de mode de rapport au monde, et qui vont permettre d'activer un certain nombre de capacités qui posent encore aujourd'hui beaucoup de questions. Malgré toutes les études et toutes les recherches qui ont été faites, on est capable de mesurer les effets de l'hypnose, mais on a encore du mal à les expliquer, à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Une date importante dans l'histoire de l'hypnose, c'est 1766 avec Franz Anton Mesmer, parce qu'on pourrait dire que c'est le début de l'étude scientifique du phénomène. On n'a pas encore à l'époque tous les outils dont on dispose, mais on commence à avoir une approche rationaliste, scientifique, pour essayer de mesurer, d'observer, de comprendre et d'expliquer ces phénomènes. Il y a un de ses successeurs qui est resté célèbre aussi, Chastenay depuis Ségur, et qui va avoir un impact important dans l'histoire de l'hypnose, et notamment en France. L'abbé de Faria également. Alors là, vraiment, je passe très vite, mais j'ai voulu mettre les noms importants de l'histoire. Pour ceux que ça intéresse, et vraiment ça vaut la peine, vous aurez comme ça le nom des gens qui vraiment ont fait avancer la réflexion et l'étude de l'hypnose, chacun avec des travaux évidemment très importants, et chacun avec des approches un peu particulières du phénomène. 1780 et quelques, le marquis de Puységur se fait chasser de son pays d'origine, arrive en France, continue à pratiquer le phénomène, acquiert de plus en plus de notoriété, de plus de gens fortunés, voire de la noblesse, viennent le voir, et ça finit par arriver aux oreilles du roi Louis XVI, qui décide du coup de nommer une commission d'enquête pour aller voir plus précisément ce dont il s'agit. Et ce qui est intéressant ici, vous voyez, dans la commission, on va trouver des noms extrêmement célèbres, c'est-à-dire que le roi va nommer pour enquêter les scientifiques les plus renommés de l'époque. Benjamin Franklin, Lavoisier, pardon, Jussieu, etc., etc. Et l'idée, c'est qu'à l'époque, la théorie
proposée par le marquis de Puységur, c'est l'idée d'un fluide, une espèce de forme d'énergie qui circulerait dans le corps et qui, lorsqu'elle est bloquée à certains niveaux, à certains endroits, pour certaines raisons, va provoquer un déséquilibre et donc la maladie. Et pour lui, l'idée, c'est de favoriser la restauration d'une circulation normale de l'énergie. Et cette commission d'enquête donc, va le suivre pendant un certain temps pour arriver à une conclusion qui est très intéressante. Ce que vous voyez ici, c'est le fait qu'ils ont observé des résultats, ils ont observé des guérisons. En revanche, ils ont été dans l'incapacité de mesurer, d'observer ce fameux fluide, cette fameuse énergie, ce qui les amène à conclure en disant il s'agit donc probablement d'une médecine que l'on peut qualifier d'imagination. Et avec cette honnêteté intellectuelle qu'on peut leur reconnaître et qui n'est plus forcément tout le temps le cas aujourd'hui, qui est, mais si la médecine d'imagination fonctionne, pourquoi n'en ferions-nous pas? Les années passent, la pratique commence à être connue, à se répandre. Il y a de plus en plus, notamment, de médecins qui s'intéressent à cela parce que un des éléments aujourd'hui qu'on arrive vraiment à mesurer et à utiliser, c'est ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie, c'est-à-dire la capacité de produire des analgésies à partir de cette technique-là. 1829, première ablation d'un sein sous hypnose. Alors, effectivement, à cette époque-là, le terme hypnose n'existe pas encore. On parle encore de magnétisme animal comme Puységur. C'est James Braid, en 1841, encore un chirurgien. Vous comprenez bien que l'analgésie, c'est quelque chose qui va leur permettre de travailler de manière beaucoup plus confortable pour leurs patients et pour les médecins. Il invente le terme d'hypnose en 1843 et on va commencer à voir apparaître sur le plan théorique des notions qui sont très intéressantes pour décrire l'hypnose. La première, vous voyez ici, c'est le monoïdéisme. C'est l'idée que pour qu'il y ait état d'hypnose, pour qu'il y ait transe hypnotique, il faut qu'il y ait une hyper-concentration, une hyper-focalisation de l'individu sur un élément particulier. Pour définir de manière très succincte l'hypnose, on pourrait dire que pour qu'il y ait apparition du phénomène de la transe hypnotique, il faut qu'il y ait deux éléments. D'un côté, une grande relaxation, un grand relâchement aussi bien physique, musculaire que psychologique, et en même temps une hyper-focalisation de l'attention sur un élément précis. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les techniques d'induction, c'est-à-dire pour favoriser l'état hypnotique. John Eliasson donc, va généraliser l'hypnose à l'hôpital, et notamment, donc, encore une fois, pour les anesthésies. Dr Parker, vous voyez 200 interventions sous hypnose, Esdale, plus de 2000 interventions. Donc vraiment, là, pendant des dizaines d'années, on va avoir des médecins, des scientifiques qui vont étudier et utiliser de manière très sérieuse et très approfondie et très fréquente l'hypnose. Malheureusement, entre guillemets, parce que ça va mettre un petit coup d'arrêt à la recherche, eh bien, dans la mesure où l'hypnose était utilisée principalement pour les analgésies, 1846, c'est l'invention du chloroforme qui, pendant pas mal de temps, va remplacer l'hypnose pour les anesthésies, pour une raison simple, c'est que utiliser du chloroforme, eh bien, il vous suffit d'en imbiber un mouchoir et de le faire respirer à la personne. Mettre quelqu'un en état d'hypnose nécessite beaucoup plus de connaissances, de techniques, de temps pour établir la relation avec son patient, pour lui apprendre à se mettre en état d'hypnose. Donc, on va, entre guillemets, préférer la simplicité et l'efficacité du chloroforme. Et ça n'est qu'il y a quelques dizaines d'années maintenant qu'on a repris sérieusement
l'utilisation de l'hypnose, y compris donc pour les opérations chirurgicales. Il y a de plus en plus de dentistes qui s'intéressent à cet outil. Je vous disais tout à l'heure que moi j'avais fait mes stages dans une unité antidouleur et vraiment on recommence à l'utiliser de plus en plus. Ok. Pour essayer maintenant de définir un peu plus précisément l'hypnose, je vais vous parler d'un certain nombre de définitions qu'on trouve aujourd'hui. D'abord en disant que l'hypnose, c'est à la fois donc l'état de conscience spécifique et les techniques utilisées pour y parvenir. Et du coup, quand on parle de l'état de conscience, on met hypnose avec une minuscule, et quand on parle de la technique, on met un H majuscule. Alors, rapidement, le Larousse, état de conscience particulier entre la veille et le sommeil provoqué par la suggestion. Ici, on voit apparaître un autre élément très intéressant qui a fait l'objet de nombreuses réflexions, de nombreux débats dans les différentes écoles de pensée. C'est la notion de suggestion. Alors, de quoi s'agit-il? Notre cerveau, lorsqu'on lui propose une idée, un mot, une phrase, va avoir tendance, dans une certaine mesure, évidemment ça dépend des gens, à transformer ce qu'on lui propose en une réalité physique et ou psychologique. Je vais y revenir et je vais m'expliquer. Imaginons que vous êtes dans votre salon avec des amis et vous demandez à l'un d'entre eux de se placer debout, les pieds joints face à un mur, de fermer les yeux. Vous allez vous mettre derrière lui en lui expliquant le principe de l'exercice, c'est que vous allez essayer de le faire tomber en arrière. Alors évidemment, vous allez le rassurer en lui disant que vous êtes juste derrière avec les mains à 10 cm de lui et qu'évidemment, il ne va pas s'écrouler. Et puis vous lui dites, maintenant tu vas imaginer qu'il y a une sorte d'aimant derrière toi qui génère une force qui te tire en arrière. Un aimant, une force de plus en plus forte, de plus en plus importante, et tu as l'impression que tu es tiré de plus en plus fort en arrière. Et vous faites ça pendant 1 minute, 2 minutes. Vous allez avoir à peu près une chance sur 10, encore une fois, ça dépend des gens, que la personne finisse par effectivement basculer en arrière, parce qu'elle aura répondu à votre suggestion, elle aura imaginé l'aimant, elle aura imaginé la force magnétique qui le tire vers l'arrière, et ça va produire un effet physique. Une chance sur 10 quand la personne est à l'état normal. Mais si d'abord vous l'avez mis en état d'hypnose, alors là, vous avez 9 chances sur 10 pour qu'il tombe en arrière. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut définir l'hypnose comme étant un état de conscience particulier qui va augmenter de manière importante la suggestibilité, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à utiliser les suggestions qui lui sont faites. J'y reviendrai sur cette notion de suggestion, mais c'est vraiment important. Ensemble des techniques permettant de provoquer l'état d'hypnose, tatati, tatata. Ok. Daniela Rose, très intéressant aussi, un état dans lequel les facettes mentales critiques sont temporairement suspendues, où la personne utilise principalement l'imagination. Alors, ça renvoie au fait que, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes façonnés par notre culture, et nous, pays occidentaux modernes, on est une culture qui est rationaliste, matérialiste, et donc l'idée que notre imagination puisse avoir des effets sur notre corps ou sur notre morale, ça ne correspond pas bien au modèle auquel on est habitué. Et en hypnose, on va vous proposer d'imaginer des choses qui sortent du cadre rationnel communément admis. Et c'est pour ça qu'un des éléments intéressants, c'est le fait que dans cet état particulier, eh bien, il n'y aura plus la petite voix rationnelle qui sera en train de critiquer, de rationaliser ce que le thérapeute est en train de vous dire. D'accord? Ça va laisser beaucoup plus de place à l'intérieur de la pensée pour l'imagination. Imagination, on va trouver le terme d'image. Alors là encore, je change un petit peu d'angle d'approche. Il y a un certain nombre de thérapeutes qui estiment que l'état d'hypnose, c'est ce qui va nous permettre notamment d'établir un contact avec notre inconscient.
Vous savez que depuis notre cher ami Freud, on a découvert que dans le psychisme, il n'y avait pas que ces phénomènes conscients dont nous avons perception, mais que quasiment à 90%, l'activité du cerveau, c'est une activité inconsciente. Et puis on s'est rendu compte que dans l'inconscient, il y avait des choses qui pouvaient être gênantes, qui pouvaient être bloquantes, notamment les anciens traumatismes, les accidents, les gens qui font des syndromes de stress post-traumatique, par exemple les soldats qui reviennent de la guerre, les gens qui ont connu un attentat ou un grave accident de voiture. Il y a une partie de l'inconscient qui peut générer des difficultés, mais il y a aussi une autre partie de l'inconscient qui, elle, au contraire, est une réserve de ressources, de solutions, de capacité à s'auto-guérir. Et ce qui est absolument incroyable et fascinant, c'est que ces mécanismes d'auto-guérison peuvent se produire aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. Pour ne rien vous cacher, c'est quand j'ai découvert cette affirmation-là que je me suis dit, je veux en faire mon métier, je veux vérifier tout ce que ces auteurs décrivent, et c'est ainsi que je suis devenu psychologue. Et donc, je vous disais, l'hypnose, on peut aussi le décrire comme une façon de se connecter aux ressources particulières de notre inconscient, avec l'idée très importante, c'est que notre inconscient n'utilise pas le même langage que nous. Nous utilisons un langage logique, c'est-à-dire je vais faire une phrase, pardon, avec un sujet, un verbe, un complément. Notre inconscient utilise un langage qu'on appelle analogique. Et le langage analogique va passer notamment par l'image. C'est pour ça que je vous disais que le terme d'imagination est tout à fait intéressant. Pour communiquer avec notre inconscient, nous allons devoir lui envoyer des images. J'y reviendrai tout à l'heure sur les outils et les techniques. Jean Gaudin relève un autre élément intéressant, c'est le fait que dans des conditions particulières, le sujet ou le patient va devenir peu à peu capable de faire complètement abstraction de l'environnement extérieur. Et c'est cette capacité du cerveau qui va permettre petit à petit, du coup, de vraiment focaliser l'attention sur l'élément précis sur lequel on est en train de travailler. Dans un autre registre, j'ai vu tout à l'heure rapidement quelqu'un poser la question, quelle différence entre hypnose et sophrologie? La frontière est très mince. On pourrait dire que la plupart des sophrologues font de l'hypnose sans le savoir et la plupart des hypnothérapeutes font de la sophrologie sans le savoir. Ce que je veux dire par là, c'est que les bases, les outils sont vraiment extrêmement proches les uns des autres. Et dans un autre registre, on pourrait évoquer par exemple la méditation, où on va retrouver ces phénomènes de focalisation de l'attention, travailler sur des images. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les grands maîtres de la discipline, nos amis les bouddhistes, quand ils sont en méditation profonde, eh bien vous pouvez leur tirer un coup de pistolet à 3 mètres derrière l'oreille, par surprise, ils ne bougent pas une oreille, ils ne bougent pas un poil, ils ne bougent pas un muscle, et il n'y a même aucune réaction électroencéphalographie. Et on s'est rendu compte que chez ces gens-là, à ce moment-là, eh bien, les zones du cerveau qui servaient à traiter l'information extérieure étaient complètement désactivées. Et je dis toujours, c'est pas qu'ils ont un super cerveau, c'est simplement qu'ils sont super entraînés. Hein, parce qu'un moine bouddhiste confirmé, il a derrière lui à peu près 80 000 heures de méditation. Et donc, vous voyez, petit à petit, hein, on arrive à cette idée de faire abstraction de l'environnement, se focaliser sur un élément particulier qui, en hypnose, va être une image. Alors, on a deux possibilités pour travailler avec les images. Soit on a une idée de la solution à laquelle on souhaite arriver et on va proposer des suggestions, donc des images qui vont représenter la solution. Soit ça peut arriver, on n'a pas vraiment d'idée de la solution et on va proposer une image du problème en demandant à notre inconscient, trouve une solution et mets-la
en application. Ok, British Medical Association, c'est à peu près déjà ce qu'on a dit. Alors, je continue. Donc, hypnose et santé, l'intérêt de l'hypnose, je vous ai dit tout à l'heure, pour résumer brièvement, c'est un état de grande relaxation accompagné d'une hyper-focalisation de l'attention. Donc en général, en hypnose, on a vraiment les deux étapes. On prend d'abord plusieurs minutes pour mettre la personne en état de relaxation profonde, parce que c'est ça qui va permettre, avec la focalisation de l'attention, de déclencher l'état de transe. Donc déjà dans l'hypnose, dans les bénéfices de l'hypnose, dans les intérêts de l'hypnose, eh ben, on va trouver tous les bénéfices de la relaxation. Je vais me servir un tout petit peu d'eau, je vous laisse lire ça tranquillement, parce que vous voyez déjà que sur le plan physiologique, on a observé, mesuré tout un tas de bénéfices tout à fait intéressants au niveau cardiaque, au niveau de l'hypertension, au niveau respiratoire. Douleurs psychosomatiques, ça c'est aussi très intéressant, ça renvoie au lien étroit entre le corps et l'esprit, mais tout ce qui globalement aujourd'hui est lié au phénomène de stress au sens large, sur les mal de tête, de ventre, de dos, etc., sera tout à fait bien traité par l'hypnose. Les troubles du sommeil également. On a mis en évidence la production d'endorphines, qu'on appelle également les hormones du plaisir, qui vont avoir un impact tout à fait intéressant sur l'humeur et le moral. On va avoir un impact intéressant sur le système immunitaire. Alors, prenons cet exemple, il est intéressant. Imaginez que vous travaillez là-dessus avec un patient qui est immunodéprimé pour telle ou telle raison. Vous allez le mettre en état d'hypnose et vous aurez discuté avec lui de la façon dont il imagine, dont il se représente son système immunitaire. Et pour faire très caricatural, les hommes vont avoir tendance à penser que ce sont des espèces de soldats, nos lymphocytes, nos cellules immunitaires, qui sont là pour attaquer et pour détruire les virus et les bactéries. Eh bien, une fois que la personne sera en état d'hypnose, on va effectivement lui demander d'imaginer son corps comme un pays avec des frontières à défendre, d'imaginer qu'aux différents points stratégiques de ce pays, eh bien, il y a des casernes, il y a des usines d'armement, et d'imaginer euh, le recrutement, l'enrôlement d'un nombre de soldats de plus en plus important, extrêmement bien armés, équipés et organisés, et qui vont effectivement détruire les ennemis qui cherchent à pénétrer sur ce territoire. Vous voyez, on va travailler avec des images mentales, et vous faites ça, et vous voyez augmenter de manière vraiment significative le taux d'anticorps, de lymphocytes et de toutes les cellules de l'organisme qui servent à sa défense. Très rapidement ici, mais toujours dans le cadre de la santé générale, les télomères, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, ce sont des espèces de petits capuchons que l'on trouve à l'extrémité de chacun de nos chromosomes et dont la fonction principale est de préserver l'intégralité de nos chromosomes. Et on sait aujourd'hui que plus on avance en âge, plus ces télomères vont disparaître progressivement, et c'est ce phénomène qui est responsable du vieillissement de l'organisme. Et bien aujourd'hui, on sait que la relaxation pratiquée régulièrement va favoriser la protection de la durée de vie des télomères et donc freiner le vieillissement et tous les phénomènes qui y sont associés. Chez les femmes, on s'est rendu compte que la relaxation avait des bénéfices également. Par exemple, par rapport au syndrome prémenstruel, je passe très rapidement, les symptômes liés à la ménopause, tout ça, ce sont des études que vous pourrez retrouver si vous le souhaitez, mais qui nous montrent que les bénéfices, rien que de la relaxation, sont déjà vraiment très intéressants.
Sur le plan psychologique, on va avoir également des indications nombreuses et variées, que ce soit sur tous les phénomènes de stress au sens large, hein, anxiété, angoisse, sur la question également de la dépression, sur la question de la confiance en soi, etc., concentration, mémoire, fatigue, apprentissage, gestion des émotions. On a vraiment un panel d'indications très varié avec ces techniques aujourd'hui. Là encore, je vous laisse lire ça rapidement, je ne vais pas revenir sur tous les éléments. Vous voyez qu'on est dans des registres très différents, hein. Il peut y avoir, encore une fois, sur le plan personnel, des choses au niveau physique ou psychologique, mais ça peut avoir un impact intéressant aussi sur les relations interpersonnelles, que ce soit en couple, en famille ou d'une manière plus large. Voilà. Et évidemment, hein, la liste n'est pas exhaustive. Je prends un exemple ici aussi qui est très intéressant. Vous le savez certainement, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui prennent des coachs ou des préparateurs mentaux. Et bien souvent, dans cette préparation, eh bien, il y a l'utilisation de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, où on va retrouver ces phénomènes de visualisation, d'imagination. Je prends un exemple au hasard. Un skieur, avant de faire sa course dans la réalité, va passer un certain temps à se concentrer, à visualiser, à imaginer son parcours et en la visualisant de manière très précise et surtout parfaitement bien exécutée. Et on sait que cette espèce d'entraînement mental eh bien, a un effet véritable sur les performances. Donc on voit bien hein, comment, y compris dans le domaine qui n'a rien à voir avec la santé, ces phénomènes de visualisation peuvent être très intéressants. Sur cette puissance de l'imagination, alors je ne sais pas si je l'ai mis plus tard, mais ça m'y fait associer ici, on peut penser à un phénomène qui, lui aussi, maintenant est très bien évalué en médecine, qui est l'effet placebo. On en a tous entendu parler, c'est le fait que simplement imaginer le fait que quelqu'un va nous soigner ou nous donner une substance destinée à nous soigner, ça va augmenter de 30% à peu près, ce qui n'est pas rien, les effets positifs. Alors, je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez bien. Imaginez des patients qui souffrent de migraines, à qui vous expliquez qu'ils ont été tirés au sort pour expérimenter les effets d'un nouveau médicament contre la douleur et que vous leur donnez un placebo, c'est-à-dire une pilule dans laquelle il n'y a rien, c'est-à-dire en général juste du sucre. Eh bien, vous allez quand même avoir 30% des patients qui vont voir leur migraine significativement diminuer, voire complètement disparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'effet sera plus fort si la personne qui donne la pilule est habillée avec une blouse de médecin sur les épaules plutôt que comme moi aujourd'hui. Et l'effet sera encore plus fort si sur la blouse du médecin, vous mettez un petit écriteau où il y a marqué professeur Dupont, spécialiste mondial du traitement de la douleur. L'effet sera plus fort si vous donnez 2 pilules plutôt qu'une seule. L'effet sera plus fort si vous donnez une grosse pilule plutôt qu'une petite. L'effet sera plus fort si vous donnez une pilule bleue, parce que le bleu est souvent associé plutôt au bien-être, à la détente, etc., que si vous donnez une pilule rouge. Et il y a comme ça tout un tas d'informations que notre inconscient va analyser pour déterminer une réponse à la suggestion qui nous est faite et qui est de dire « je vous donne quelque chose qui va vous guérir ». Et l'inconscient va être capable d'activer ces mécanismes d'auto-guérison. Ça, c'est très intéressant, c'est très positif, mais il y a l'envers de la médaille
c'est qu'on a découvert également le côté négatif et qu'on a appelé l'effet nocebo. C'est-à-dire que si vous reprenez 100 patients migraineux à qui vous expliquez cette fois-ci qu'ils ont été grassement rémunérés pour expérimenter les potentiels effets secondaires d'un nouveau médicament contre la douleur, au titre desquels pourraient figurer les éruptions cutanées, vous leur donnez un placebo, une pilule avec rien dedans, et bien vous avez quand même 30% des sujets qui vont développer des éruptions cutanées. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que cela signifie que la maîtrise de nos images mentales et le fait de les orienter plutôt de manière positive peut vraiment avoir un impact important. Je dis toujours que je fais partie de ceux qui pensent que dès l'école primaire, en plus de l'apprentissage de l'écriture, du calcul, de la lecture, devrait être obligatoire la relaxation, l'auto-hypnose, la pensée positive et la communication non violente. Ce sont vraiment des choses qui peuvent nous permettre d'améliorer notre quotidien, notre santé, la gestion de nos émotions, la confiance en nous, nos rapports aux autres. Ça me paraît vraiment excessivement important. Sur les maladies de peau, petite anecdote personnelle, à la fin de ma formation, j'ai une de mes collègues psychologues qui voulait absolument m'envoyer sa fille pour des verrues. Je n'avais jamais travaillé avec les enfants. Je commence par lui répondre non, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Un jour, je lui dis bon, ok, on y va. Et sa fille avait effectivement beaucoup, beaucoup de verrues sur les mains, sur les pieds, qu'aucun traitement classique, médical, n'avait réussi à faire partir durablement. Et donc, la maman m'explique que l'univers imaginaire de sa fille tournait notamment autour du monde des fées. Et du coup, dès la première séance, on a travaillé en hypnose et je l'ai amenée dans le monde des fées, trouver un endroit où une fée accepterait de partager avec elle ses connaissances en termes de soins. Et finalement, la petite fille a imaginé une espèce de baume ou d'onguent qu'elle se passait sur le corps à tous les endroits où il y avait les verrues. On a fait 2 séances. En 2 séances, toutes les verrues ont disparu. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec les enfants parce qu'évidemment, la maman ensuite en a parlé à toutes ses amies qui ont commencé à m'envoyer les enfants. Et ce qui est très intéressant, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur quand on est en état d'hypnose, il y a une forme d'abolition de l'esprit critique et rationnel qui est très présent chez l'adulte et qui fait que parfois il faut plusieurs séances pour que les adultes arrivent à lâcher prise et à accepter de ne plus être dans la critique rationnelle, alors que les enfants ne sont pas encore complètement fondus dans le moule et du coup, eux acceptent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement de travailler avec l'imagination. Ok, voilà pour la théorie générale. Donc, je ne sais pas, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais peut-être en prendre quelques-unes déjà. Par ordre inverse, l'hypnose permet-elle de prendre conscience de l'événement qui pose un problème dans notre comportement? Oui, effectivement, je le disais tout à l'heure, ce qui m'a attiré vers l'hypnose, c'est la découverte du fait que notre inconscient avait des capacités d'auto-guérison, y compris sur le plan psychologique. Et dans un certain nombre de cas, pour que la guérison puisse se mettre en route, il va falloir qu'il y ait émergence du souvenir traumatique, de l'événement traumatique qui a été à l'origine du problème et du blocage. Et ça, c'est un élément très intéressant parce que ça nous amène quand même à considérer que quand on veut travailler en hypnose, surtout si c'est une problématique importante, c'est quand même mieux d'avoir affaire à un spécialiste, éventuellement un psychologue, un psychiatre, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, si vous tapez formation en hypnose sur Internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi, depuis le stage de 2 jours jusqu'à ce que j'ai fait moi, l'Institut français d'hypnose, qui est une formation qui dure 3 ans. Et vous imaginez bien que les outils dont vous disposez à la fin ne sont pas exactement les mêmes, ainsi que la maîtrise que vous pouvez en avoir.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut arriver, quand on travaille en hypnose, que le phénomène se produise, que l'inconscient fasse ressurgir au niveau conscient des événements, des traumatismes qui vont évidemment générer une charge affective extrêmement importante. Et dans ce cadre-là, il est essentiel que l'accompagnateur soit thérapeute pour gérer correctement ces phénomènes. Ça me fait penser à un ami qui, lui, était un ingénieur, qui un jour décide de se former en hypnose. On en discute et je lui ai dit, écoute, si tu travailles en hypnose, essaie de choisir des choses qui sont vraiment très ciblées, très symptomatiques, comme la douleur, comme l'arrêt du tabac, mais ne t'engage pas dans des suivis psychologiques qu'éventuellement tu ne pourras pas accompagner correctement. Arrêt tabac, alors ça c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Là aussi, ben, souvent les gens se disent super, je vais faire 2 séances d'hypnose et je vais arrêter de fumer. Le truc c'est que l'hypnose peut être vraiment très intéressant à différents niveaux. Ça va permettre de travailler sur la confiance en soi, ça va permettre de travailler sur la visualisation positive de la réussite, ce qui va permettre d'augmenter la motivation, etc., etc. C'est un outil qui va permettre aussi de gérer le stress, qui est souvent un élément déclencheur de l'envie de fumer. Donc oui, c'est un outil très intéressant, mais au niveau de la dépendance tabagique, il y a vraiment ces multifactoriel. Et donc aujourd'hui, quand des patients s'adressent à moi pour arrêter de fumer grâce à l'hypnose, je leur dis oui, mais par contre, ça ne prend pas au sein d'un protocole très strict, entre 5 et 7 séances, qui vont permettre de traiter également de manière plus consensuelle les différents types d'addictions. Je continue à remonter. L'arrêt du tabac, oui, on en a parlé. Hypothyroïdie. L'hypnose pourrait-elle l'aider en complément de son traitement qui n'est pas stabilisé? Alors évidemment, si vous voulez utiliser l'hypnose, il faut que ce soit en complément d'une approche médicale, mais bien sûr, ça peut avoir des effets tout à fait intéressants. Donc, pourquoi pas essayer? Après, l'idée, c'est évidemment de trouver un bon thérapeute. Surpoids, obésité, comportement addictif, tout ça, effectivement, ce sont des indications pour l'hypnose, mais encore une fois, euh, c'est une aide. L'hypnose, ce n'est pas une baguette magique, c'est quelque chose qui va permettre de renforcer le travail thérapeutique, parce que sur ces 3 éléments, la surpoids, obésité, comportement addictif, c'est un peu ce que je vous disais par rapport au tabac tout à l'heure. Ce sont des problématiques qui sont multifactorielles. Il va falloir travailler sur tous les éléments qui renforcent le comportement négatif. L'hypnose peut nous y aider, mais il faut faire une analyse vraiment complète de la situation. Plusieurs sortes d'hypnose, oui. Alors oui, c'est vrai, l'hypnose ericksonienne, on va dire c'est celle qui est la plus connue aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Erickson, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné la pratique de l'hypnose. D'une part parce que sa vie personnelle a été marquée par une maladie extrêmement rare de mémoire, il me semble que c'était la polio, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, ça serait à vérifier, et il s'est soigné lui-même grâce à l'hypnose. Et là, quand je parle de polio, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit cette maladie-là, mais c'était vraiment quelque chose d'extrêmement invalidant, et surtout mal soigné, mal traité par la médecine classique. Et juste 2 mots par rapport à la pratique d'Erickson. Pour bien comprendre, je vous disais tout à l'heure, on a l'hypnose de spectacle d'un côté et l'hypnose thérapeutique de l'autre. Les outils et les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, quand vous faites un spectacle, vous avez besoin d'avoir des effets spectaculaires pour ébaudir la foule, rapide. Mais si ça ne dure pas dans le temps, c'est pas grave. Une fois que le spectacle est fini, tout le monde est content et tout le monde rentre chez soi. En thérapie, c'est exactement l'inverse. Que ce soit spectaculaire, on s'en fiche. Que ce soit rapide, c'est pas la question. En revanche, que ça dure dans le temps, que les bénéfices acquis perdurent dans le temps, c'est ça qui nous intéresse.
En hypnose de spectacle, du coup, vous allez avoir des suggestions qu'on appelle directives. C'est vous allez vous endormir, vous allez vous sentir lourd, vous allez tomber en arrière, vous allez faire le canard, etc., etc. Erickson, lui, a développé des techniques de suggestion indirecte, c'est-à-dire qu'il va vous dire plutôt, il est peut-être possible qu'à un certain moment, je ne sais pas quand, mais ça n'a aucune importance, il puisse commencer à y avoir une sensation de force qui se met petit à petit à vous tirer en arrière. Et on va faire comme ça des phrases très longues, avec beaucoup de circonvolutions, et qui laissent toute latitude, tout l'espace imaginaire au patient pour, à partir des mots que vous allez utiliser, construire lui-même son auto-suggestion. Mais effectivement, Erickson, c'est un grand nom de l'hypnose aujourd'hui. Bénéfique pour le traitement des TOC, oui, absolument. Alors, en sachant que d'une manière très générale, je ne vais pas dire que c'est 100% du temps, mais les tics et les TOC sont, on va dire, des effets secondaires des troubles anxieux. Et quand le niveau d'anxiété devient trop fort, eh bien l'organisme met en place des stratégies qui sont des espèces de routines, de rituels. Les plus connus, par exemple, c'est le fait de se laver les mains 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois par jour, de manière à diminuer l'anxiété. Et donc, avec l'hypnose, on va faire deux choses. Première étape, on a la partie relaxation, donc apprendre aux individus à déclencher de manière volontaire et efficace cette détente, diminution du niveau de stress. Et ensuite, de l'autre côté, lorsqu'on aura correctement analysé les déclencheurs de ce stress, alors on pourra commencer à travailler en hypnose avec des suggestions, avec des images qui vont être associées à la résolution de l'angoisse. Mais évidemment, avant de trouver la solution, il faut comprendre ce qui génère l'angoisse. Alors, l'exercice pratique, ben là, du coup, aujourd'hui, on n'aura pas le temps, évidemment. D'autant plus que quand on fait en groupe et en plus en visioconférence, c'est quand même une configuration un peu particulière. C'est-à-dire que quand on fait ça en groupe, on va trouver la partie classique de la relaxation. Mais c'est intéressant parce que du coup, je vais vous donner un exemple quand je travaille en groupe en première intention pendant une conférence. Donc, une première partie sur la relaxation. Et quand on arrive à l'état d'hypnose, les images que je vais proposer aux gens, ça va être d'imaginer qu'à chaque fois qu'ils soufflent, ils vont se débarrasser de leurs problèmes, de leurs questions, des conflits qui ne seraient pas résolus encore. Et là, donc, je vais leur dire, ben, il y a certaines personnes qui imaginent qu'ils enterrent tout ça très profondément. Il y en a d'autres qui vont imaginer qu'ils vont mettre ça dans des grands sacs poubelles et le jeter dans des containers à ordures. Il y en a d'autres qui vont imaginer de mettre tout ça en tas et de le faire brûler. Il y en a d'autres qui vont imaginer partir en bateau et jeter tout ça à la mer au-dessus de l'océan. Et je vais proposer plusieurs solutions pour qu'en fonction de chaque personne, chacun puisse utiliser l'image qui lui correspond le mieux, mais dont vous comprenez que chacune, quelle que soit l'image utilisée, transmet un sens, une intention qui est éjectée à l'extérieur et jeter le négatif, ce qui nous fait du mal, ce qui nous empêche d'avancer et de nous sentir bien. Et ensuite, souvent, pour préparer le retour à la réalité, on fait l'inverse. Une fois que les gens ont le sentiment de s'être vraiment débarrassés de ce qui les dérangeait, de terminer en imaginant au contraire que maintenant, à chaque fois qu'ils inspirent, eh bien, ils vont retrouver petit à petit un souvenir agréable. Et on va prendre le temps de leur dire, vous allez retrouver un lieu, vous allez retrouver des formes, un paysage, des couleurs, de la lumière. Et puis, vous allez retrouver aussi peut-être des odeurs. Et puis, vous allez retrouver aussi peut-être des bruits. Et puis, peut-être des sensations physiques, la chaleur du soleil sur la peau, le vent sur le visage. Et toujours entrecoupé de suggestions indirectes en disant, je ne sais pas, faites-en ce que vous en voulez, choisissez ce qui vous parle le plus. Et quand vous aurez trouvé vraiment ce qui vous correspond, alors là, vous prenez le temps de bien focaliser dessus, de
vous immerger dans ces sensations, dans ces images. Donc voilà, typiquement, si on avait eu plus de temps, ce que je vous aurais proposé comme exercice. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il est déjà 15 heures. Alors, comment trouver le bon thérapeute? Alors, c'est une excellente question. Il y a un certain nombre de critères à prendre en considération. Le premier, c'est de manière très, très simple, le bouche à oreille. C'est-à-dire, est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui connaissent un thérapeute, qui en ont eu des échos positifs, peut-être même qui sont allés consulter eux-mêmes et pour en retirer un certain bénéfice. Ça, j'ai envie de dire, c'est le réseau social personnel. Vous pouvez utiliser aussi le réseau professionnel. Peut-être que votre médecin, votre dentiste, votre kiné, votre ostéo, lui-même travaille régulièrement avec un thérapeute chez qui il envoie des patients et dont il a eu des retours positifs. Ensuite, il va y avoir le fait de s'intéresser à la formation. Et vous pouvez très bien, que ce soit au téléphone pour la prise de rendez-vous ou lors du premier entretien, demander au thérapeute quelle formation il a reçue, en quoi elle consistait éventuellement, depuis combien de temps il pratique, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose si vous avez en face de vous un thérapeute qui a 20 ou 30 ans d'expérience ou quelqu'un qui vient de finir ses études, ce qui ne veut pas dire que l'un sera meilleur que l'autre forcément. Il va y avoir également la question du tarif. Hein, ça peut paraître simpliste, mais c'est important que la personne que vous avez en face de vous vous propose quelque chose qui soit correct et classique en termes de tarifs. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense notamment à un médecin parisien, moi j'ai travaillé pendant 20 ans à Paris, qui, pour le sevrage tabagique, proposait à ses patients des consultations à 150 € la séance, et en se permettant en plus de recevoir 4, 5, 6 patients en même temps. Vous voyez, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a la question de là, je vous parle de mon expérience personnelle. Souvent, les patients à la première consultation me disent combien de séances ça va prendre pour régler mon problème. Et du coup, ce que je leur réponds toujours, c'est deux choses. La première, c'est je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Ça dépend de beaucoup de paramètres que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas encore. En revanche, je peux vous dire une chose, c'est que nous devons, au bout de 3 à 5 séances maximum, commencer à voir apparaître des bénéfices, des modifications positives. Parce que si au bout de 3 à 5 séances maximum, rien n'évolue, alors ça signifie probablement soit que ce n'est pas le bon moment pour travailler là-dessus, soit que je ne suis pas la bonne personne, soit que ce n'est pas la bonne technique pour vous, soit qu'il y a d'autres éléments à traiter en amont avant d'en arriver là. Donc, je reformule dans l'autre sens, méfiez-vous des thérapeutes qui vous garantissent sur facture qu'en temps de séance ou en temps de temps, ils auront parfaitement bien résolu votre problème. Et pour terminer, ce qui peut vous donner une idée de la personne que vous avez en face de vous, il y a deux choses. Il y a sur le plan rationnel, est-ce que vous comprenez ce que le thérapeute est en train de vous dire et de vous expliquer quant à sa technique, quant à ses outils, quant au travail qu'il vous propose de faire avec vous? Cohérence intellectuelle, j'allais dire. Et la deuxième chose qui est au moins aussi importante, sinon plus, c'est votre intuition, votre instinct. Est-ce que lors de la première rencontre, vous vous sentez bien dans l'environnement? Est-ce que vous vous sentez bien avec la personne qui est en face de vous? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous met mal à l'aise? Et c'est ainsi que, en ce qui me concerne, je finis toujours ma première consultation en disant aux gens, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? On a trois solutions. Soit vous pensez que je suis en capacité de vous aider, vous voulez qu'on entame un travail et on regarde une date pour un autre rendez-vous. Deuxième possibilité, ce qui est tout à fait normal, vous prenez le temps de réfléchir à ce qu'on s'est dit aujourd'hui et vous me recontactez dans quelques jours pour me dire si oui ou non vous souhaitez qu'on continue à travailler ensemble. Troisième possibilité, ça résume ce que je viens de vous dire,
vous avez vraiment rien compris à tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, et en plus, vous êtes senti mal à l'aise pendant toute la séance, et ça, c'est vraiment le signe qu'il vaut mieux chercher quelqu'un d'autre. Voilà un petit peu les critères qui permettent de sentir, de savoir qui vous avez en face de vous. Je vois que M. Bertuel veut intervenir. Oh non, juste Jean-Denis, parce qu'il est 15h06, on va prendre les deux dernières questions qui apparaissent. Je vois qu'il y a une question qui est la suivante. Les parents assistent-ils aux séances pour leurs enfants? Alors, si on parle d'enfants, je vais dire moins de 12 ans. La première séance, évidemment, ils sont là, parce que j'ai besoin d'avoir tout un tas d'informations que eux vont pouvoir me donner. Et ensuite, c'est à la discrétion de l'enfant. Si l'enfant souhaite que les adultes soient là, moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Et après, si l'enfant préfère que les parents sortent, à ce moment-là, je reste seul avec l'enfant. Très bien. Et une autre question. Pour les adolescents, très souvent, ils font la demande de travailler en tête-à-tête parce qu'il y a évidemment tout un tas de problématiques qu'ils ne souhaitent pas forcément aborder directement avec les parents. Et vous avez une autre question aussi concernant les allergies au pollen, notamment. Est-ce que l'hypnose peut aider à une amélioration sensible? Oui, parce que si on réfléchit rapidement à l'allergie, c'est un problème immunitaire, c'est-à-dire ça va être une réaction trop importante du système immunitaire par rapport à une substance donnée, par exemple les pollens. Et c'est finalement le même travail que l'exemple que j'avais pris tout à l'heure par rapport au système immunitaire et pour les hommes, hein, ces suggestions autour des soldats qui s'arment, qui se multiplient, qui repoussent l'envahisseur. Ben là, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on va essayer de trouver en accord avec l'imaginaire du patient, des choses qui vont représenter le fait que l'organisme réagisse moins fort par rapport à cet allergène en particulier, mais du coup, ça fonctionne exactement sur le même principe dans l'autre sens. D'accord, très bien. Une autre question de Claude qui nous dit, peut-on revivre sous hypnose un événement traumatique? Alors, ça, c'est une excellente question et sur laquelle on a beaucoup travaillé, notamment parce qu'il y a eu un certain nombre de scandales assez retentissants aux États-Unis, où pendant une période, pendant les procès, et des procès importants portant sur des faits très graves, eh bien, on utilisait l'hypnose pour aller précisément à la recherche de souvenirs. Et pendant un certain nombre d'années, les juridictions américaines considéraient comme preuve acceptable les souvenirs retrouvés sous hypnose. Sauf que plusieurs années plus tard, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, ces souvenirs ne reflétaient pas la réalité telle qu'elle s'était passée et qu'il y avait eu condamnation abusive d'innocents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on comprend mieux le phénomène par le fait que la mémoire, ça n'est pas comme une espèce de caméra ou d'ordinateur qui enregistrerait une scène dans tous ses détails et dont on pourrait repasser la bande, de façon à retrouver de manière parfaite l'événement qu'on a vécu. Aujourd'hui, on sait que le fonctionnement de la mémoire, c'est toujours une reconstruction. Donc, ce qu'on va retrouver comme souvenir sous hypnose ne reflète pas forcément de manière fiable la réalité. On ne peut pas considérer ça comme une preuve que l'événement s'est vraiment produit. En revanche, parce que effectivement cette question est posée régulièrement aux hypnothérapeutes, ce que l'on doit répondre à nos patients, c'est on peut travailler sur les souvenirs en hypnose, mais en considérant que, encore une fois, c'est une reconstruction, avec l'idée que si ces souvenirs se présentent à nous, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus. Ça, oui, mais sans prendre le souvenir pour argent comptant, comme quelque chose qui se serait passé strictement de cette manière-là. Très bien. Nous avons encore une question de Gilles. Après une séance d'hypnose, peut-on ressentir des cauchemars toutes les nuits pendant environ 3 semaines et complètement incohérents? Alors
Alors, j'imagine que si la personne pose la question, c'est que c'est quelque chose qui s'est produit pour elle ou pour quelqu'un de sa connaissance. L'idée, c'est quoi? C'est que l'hypnose va activer un certain nombre de processus inconscients et éventuellement venir modifier, bouleverser l'équilibre qui avait pu s'instaurer jusque-là. Donc, il va y avoir des modifications au niveau inconscient. Le cauchemar, c'est quoi? C'est un rêve qui va être contaminé par de l'angoisse. Le rêve, c'est quoi? C'est une phase pendant le sommeil où le cerveau va traiter de manière automatique et inconsciente les informations qu'il a accumulées pendant la journée. Donc, s'il y a des informations, des événements traumatisants qui ont pu être réactivés par l'hypnose, alors les cauchemars, ça va être la manifestation du fait que l'inconscient, pendant cette phase de sommeil paradoxal, est en train de travailler sur ce que l'hypnose a fait bouger. Donc oui, c'est possible. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle, même si évidemment c'est pas agréable de faire des cauchemars toutes les nuits pendant 3 semaines. C'est le signe qu'un processus là est en train de se mettre en place et qui probablement ne pouvait pas avant que la séance d'hypnose n'ait eu lieu. Très bien. Nous avons, allez, on va prendre les 2 dernières questions sans doute. Une aide pour les, est-ce que l'hypnose, pardon, est une aide pour les personnes hypersensibles, atypiques? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que chez les HP, on va retrouver, même s'il y a bien sûr des variations individuelles, évidemment l'hyper-efficience intellectuelle, souvent la pensée en arborescence, mais aussi souvent beaucoup une difficulté à la gestion des émotions. Et l'hypnose, encore une fois, en tant qu'outil qui intègre l'apprentissage de la relaxation au sens large, est quelque chose qui est tout à fait bénéfique, bien sûr, pour ce genre de profil. Absolument. D'accord. Eh bien, Jean-Denis, je ne sais pas si vous avez d'autres points à aborder ou est-ce que nous clôturons là cette conférence? Il y en aurait évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, mais je pense que pour aujourd'hui, on a dit l'essentiel. Très bien, ben donc du coup, on va vous remercier. Pour ma part, retrouvez cette visioconférence dans quelques temps sur notre site internet puisqu'elle sera disponible en replay. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas pu y assister, ben, vous pouvez les inviter à passer sur notre site ou alors envoyer le lien pour la visualiser. En attendant, ben, Jean-Denis, moi, je n'ai plus qu'à vous remercier. Je vous en prie. Juste une dernière chose, Oui. parce que donc, par rapport à la question de comment trouver un bon thérapeute, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais donc voilà, soit vous vous en trouvez facilement un dans votre entourage grâce à vos amis, votre médecin, etc., etc. Si vous avez du mal à trouver, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Institut français d'hypnose, IFH, parce que vous trouverez sur leur site une espèce de carte de France où par département, vous aurez la liste de tous les médecins, psychologues, infirmiers qui sont passés par l'IFH avec leurs coordonnées, leurs spécialités. Et donc ça, vraiment, hein, je ne fais pas de prosélytisme, je n'ai aucun lien avec l'IFH, mais on a quand même un certain gage de sérieux, en tout cas dans la formation des thérapeutes. Et puis, on va vous donner rendez-vous très prochainement pour une prochaine visioconférence. Monsieur Faupoint mettra à disposition donc son diaporama que vous recevrez directement à l'adresse de messagerie que vous nous avez communiquée. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir, bonne fin de journée à tout le monde.